Tous et bienvenue à cette conférence conduite de projet et transformation alignée rythme, structure et culture. Donc on est en train de voir que tout le monde se connecte, donc c'est parfait. Avant de démarrer, on va faire un petit check technique, voir si vous nous entendez bien. Vous avez une petite section de chat sur votre droite dans laquelle vous pourrez communiquer avec nous tout au long de ce webinaire. Voilà, ça sera le moyen de communication. On ne vous entend pas, on ne vous voit pas également, mais le chat est là pour pouvoir échanger ensemble. Donc, dites-nous si voilà, vous nous entendez bien. Bonjour Réa, bienvenue. Sophie, bonjour, c'est OK, génial. Laurence, tout va bien, génial. Bon, bah super, ça a l'air de se connecter et au niveau son et caméra, ça a l'air d'être tout bon, donc c'est tout bon. Parfait. Gabriel, OK, génial. Parfait, parfait. Bon, bah ça se connecte, donc on va pouvoir démarrer. Bonjour Karine. Alors, donc pour rappel, donc le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est conduite de projet et transformation alignée rythme, structure et culture. Donc cette conférence, elle est animée par, Franck Bonhomme, directeur audit et conseil et Antoine Jude, directeur transformation, au sein du cabinet Ellie Partners. Bonjour. Donc voilà, ils sont là avec moi. Et je suis moi-même Pablo, donc responsable des conférences sur le campus. Et donc, avec Franck et Antoine, pour démarrer cette conférence et en savoir un petit peu plus sur vous, on aurait aimé vous poser quelques questions sur le pourquoi vous assistez à cette conférence. Et donc, avant de démarrer, et dans un même message, si c'est possible, avant de taper sur entrée, c'est pour faciliter la lecture. On aurait aimé donc vous poser trois questions. La première étant dans quel business êtes-vous? L'idée ici, c'est de comprendre ce que vous faites, quelle est votre activité. Est-ce que vous êtes DRH au sein d'une boîte industrielle, directeur des opérations, membre du CODIR, enfin peu importe, mais voilà, comprendre quelle est votre activité. Et ensuite, deuxième question, votre obstacle numéro un pour conduire les projets de transformation dans votre organisation. Ici, ce qu'on recherche, c'est comprendre la problématique ou l'objectif que vous avez. Donc, ça peut être voilà, différents projets ou un manque de méthode, vous voyez, peu importe, mais expliquez-nous un petit peu le contexte. Ça nous permettra par la suite en fait, de bien répondre aux enjeux tout au long de la conférence. Et ensuite, troisième question qui a son importance également, eh bien, l'échéance du projet. Est-ce que c'est immédiat ou est-ce que c'est dans les semaines à venir, les mois à venir ou les années à venir? Ça permet de voir également l'urgence du projet. On va prendre quelques minutes pour adresser en fait ces réponses. Ensuite, Franck et Antoine reviendront bien évidemment tout au long de la conférence sur ces problématiques avec ce qu'ils ont à vous dire. Et à la fin de la conférence, il y aura une session de questions-réponses également dans laquelle ils pourront revenir sur votre problématique et ils vous donneront un élément de commencement ou des retours d'expérience qui n'auraient pas été abordés durant la conf. Donc, je vois que ça écrit. Pour ceux qui viennent de se connecter, on vous pose trois questions pour démarrer le webinaire, pour en savoir un petit peu plus sur le pourquoi vous êtes venu aujourd'hui. Les trois questions sont les suivantes. Dans quel business êtes-vous? Quelle est votre activité d'une certaine manière? Votre obstacle numéro un pour conduire les projets de transformation au sein de votre organisation. Et troisième question, votre échéance. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à travailler dessus, dans les prochaines semaines, les prochains mois? Voilà, expliquez-nous un peu tout ça et on va prendre quelques minutes. Vous n'avez pas besoin d'être très long. L'objectif, voilà, on sait que c'est à l'écrit, ça peut être ça peut être un peu difficile de tout expliquer. L'objectif, voilà, c'est d'avoir une vue d'ensemble
une vue d'ensemble sur ces différents éléments. Alors Gabriel, conseil en transformation des médias, ex-DG Presse, OK. Gabriel, je vous laisse répondre aux autres questions et si c'est possible dans un même message. Je vois que ça écrit pour les autres. OK. Alors Laurence, donc commercial excellence aux opérations commerciales, projet multisite, multidépartement avec diverses usines pour définir l'envoi d'échantillons de recherche et développement. Focus des usines à 2027. La gestion des échantillons n'est pas la préoccupation des usines. OK, d'accord. Est-ce que c'est clair pour vous, Antoine et Franck, sur le sujet? Ouais, C'est précis. ouais, j'entends que l'obstacle numéro un, c'est d'arriver à faire en sorte que ce projet devienne une priorité pour les usines. C'est ça que j'entends, en tout cas. Laurence, n'hésitez pas à nous confirmer que c'est bien ça et s'il y a des choses, d'autres à mettre en avant, n'hésitez pas. Véronica, donc obstacle numéro un, les salariés sont en place depuis plus de 10 ans. Réticence par rapport aux nouvelles méthodes de travail, utilisation de l'IA, simplification. On a toujours fait comme ceci, pourquoi changer? Donc là, c'est sur l'adhésion, si j'entends bien, Véronica, c'est sur l'adhésion des gens, des personnes, des salariés sur les changements, qu'ils y voient un bénéfice pour eux de changer. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas comme ça qu'ils le voient. Véronica également, n'hésitez pas à nous confirmer que c'est bien ça. Laurence nous dit pas tout à fait une priorité, mais sujet à adresser aussi. Mmh. Donc OK. très, très clair, Laurence. Merci pour votre retour. Gabriel, donc l'enjeu, c'est la mobilisation des collaborateurs versus le poids de l'activité au jour le jour. Et l'urgence, c'est l'échéance, c'est dans les semaines à venir. OK. Donc là aussi, je pense qu'on a un problème d'adhésion, hein, sauf erreur de ma part. Alors, je ne verrai pas comme ça. C'est pour l'instant, c'est que quand on mène une transformation, en fait, il y a le quotidien à gérer. C'est-à-dire qu'il y a la performance à accomplir et il y a la transfo en plus qui vient se superposer. Et ce que j'entends dans ce que dit, moi j'ai perdu, Gabriel, c'est qu'aujourd'hui, l'activité au quotidien pour produire la performance, finalement, prend beaucoup de temps et d'espace. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément de temps disponible ou d'énergie disponible ou d'activité pour mobiliser les collaborateurs sur la transformation. Mais à confirmer par Gabriel si, voilà, si c'est pas ça. Qui a Et, confirmé, c'est exactement cela. ok. Ensuite, Laurence nous dit, il y a par ailleurs accompagner les collaborateurs à définir des use cases nécessitant de l'IA. OK. Ok. Elisabeth, donc vous êtes dans le monde des assurances, chargée de suivi du change pour les projets stratégiques, obstacles, les collaborateurs et peut-être améliorer la méthodo. Pas de vraie échéance. Alors, bon, là, par contre, si vous pouvez être encore un peu plus précise, Elisabeth, sur les obstacles, parce que les collaborateurs, c'est très, très général. Et en plus, en général, c'est des bénéficiaires. Donc, c'est quoi les obstacles que vous rencontrez avec les collaborateurs dans ces projets, et notamment dans l'accomplissement de ces projets. Donc Elisabeth, je vous laisse préciser ça. On a Karine qui nous dit donc qu'elle est coordinatrice dans une structure de soutien à la parentalité et animatrice du comité local. Dans mes montages de projets à destination des familles, je coordonne plusieurs structures extérieures afin de les rassembler pour créer des événements gratuits à destination des familles. Je crée 3 événements par an depuis 5 ans, un autour de l'éducation, autre sur les soutiens à la parentalité et enfin sur l'itinérance auprès des communes et structures sociales du secteur. Ça fonctionne, mais je voudrais impulser une nouvelle dynamique afin que les différents partenaires se sentent toujours impliqués. Ok. Donc là, le sujet, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas le même niveau d'implication des partenaires en fonction des différents événements, ou qu'il y a une certaine routine qui fait que les gens viennent ou s'engagent pas forcément de la même manière au quotidien. Donc ça, je vous laisse préciser, Karine, si on a bien
C'est ça, une routine et pas la même implication. OK. Ensuite, Iman, donc vous êtes dans le conseil en management, ancienneté des salariés, adaptation du processus du changement à tous les centres en France, priorisation de la transformation auprès des opérationnels, fracture entre la transformation décidée en siège versus les impératifs opérationnels, pas d'échéance particulière. OK. Donc là, c'est que, ce que j'entends, c'est que c'est pas aligné. C'est-à-dire que la décision, le siège décide d'une transformation, mais aujourd'hui, les opérationnels n'arrivent pas à transcrire cette transformation dans leur quotidien et donc ils résistent ou ne la priorisent pas et donc la laissent de côté. Voilà, Iman, n'hésitez pas à confirmer également. Je vois que quelqu'un écrit, on va terminer. Mmh. S'il y en a d'autres qui veulent mettre leurs problématiques, vous pouvez y aller. Une fois qu'il y aura plus de personnes en train d'écrire, je pense on passera à la suite, en tout cas terminé et comme ça on peut, on peut regarder ce qui est dit. Oh, ça n'écrit plus. Ah voilà. C'est Elisabeth qui nous précise une certaine réticence au changement pour certains collaborateurs. L'accompagnement peut être compliqué quand ça concerne des calls sur beaucoup de sites différents, je Les pense. collaborateurs sur beaucoup de sites différents. Ah, j'avais pas tout en fait, c'est pour ça. J'imagine. OK. Bon, bah, super. En tout cas, merci à tous d'avoir joué le jeu. Pour ceux qui n'ont pas parlé, vous pouvez voilà, mettre vos problématiques et Franck et Antoine les traiteront. Moi, je laisse la parole à Franck et Antoine pour la suite du webinaire et je souhaite une bonne écoute à chacun. Merci Pablo pour Merci Pablo. l'introduction et merci à tous d'avoir aussi partagé voilà, vos cas ou vos sujets avec nous. Donc moi, je me présente, je m'appelle Antoine Jude, je suis le dirigeant du cabinet Eli Partner. Eli Partner, c'est un cabinet de conseil qui répond à une problématique qui se passe sur les projets de transformation, c'est que selon les études, il y a 70% des projets qui échouent, des projets de transformation. Alors ils échouent soit dans les délais, la transfo était prévue sur 2-3 ans, elle s'exécute en 5, soit sur les ressources consommées, autrement dit, bah, ça consomme finalement, au lieu d'un budget de, je sais pas, de 4 millions, ça en consomme 8. Ou tout simplement dans la valeur promise, il y a parfois des CRM qui se déploient ou des projets de changement en termes de culture managériale ou de fusion ou autre, qui sont là et qui au départ ont une promesse qui est importante et qui embarque en fait une partie des collaborateurs. Et ben, on se retrouve 3, 4, 5 ans après, en fait, le projet de transformation a échoué dans le sens où ben, il n'y a pas toute la valeur promise, il n'y a pas les bénéfices, ça peut se mesurer en EBITDA, en engagement collaborateur, en chiffre d'affaires, en plein de choses. Et en fait, c'est donc la majorité des projets qui échouent dans ce sens-là. Et souvent, c'est parce qu'on n'a pas fait les bonnes choses, soit en termes de méthodos, soit il n'y a pas la bonne maturité en termes de leadership, soit il n'y a pas les bonnes ressources. Bref, le constat en fait de la société Eli Partner, qui est en fait un organisme de formation qui s'est transformé en conduite du changement, et c'est grâce à Franck et on va dire aussi en partie à moi, que nous avons en fait structuré aujourd'hui une offre à destination des ETI et des grandes entreprises à travers 5 grands domaines d'activité. Le premier, c'est l'inspiration, conseil et audit opérationnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, au démarrage, souvent dans les projets de changement, le diagnostic est mal fait. On se préoccupe uniquement de la gestion de projet et on ne se préoccupe pas forcément de la maturité du leadership pour conduire ces projets ou regarder comment générer ce projet-là d'une façon telle qu'il inspire les autres personnes à s'engager et à mobiliser un autre niveau de ressources pour y aller. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, donc ça, c'est ton département, Franck, qui gère ça. Le deuxième, leadership de projet et pilotage de transformation. Donc ça, c'est mon département. Et c'est le principe d'amener de la vision et de la clarté au quotidien, parce qu'en fait, les projets sont longs et ça, au départ, on va dire,
beaucoup de gens sont engagés ou veulent cette transformation, puis au fur et à mesure du temps, le quotidien reprend le pas et on en oublie le pourquoi on a fait cette transformation, comment on compte le faire, et les relais managériaux ne sont pas forcément souvent là, et donc c'est là où le pilotage prend tout son sens. Et après, il y a 3 autres départements, action sur site et valorisation, c'est la capacité en fait, qu'on peut avoir pour soutenir l'engagement managérial, parce que dans les transformations, souvent, elles sont décidées au niveau du siège ou de la direction, mais le relais qui manque, c'est l'embarquement de l'encadrement intermédiaire, et notamment de leur donner du pouvoir au quotidien pour accomplir la transformation, et donc les aider en les coachant, en les soutenant pour actionner et aller petit à petit et garder le sens tout au long de cette transformation et la faire vivre auprès de leurs opérations. Compétences et formations, c'est tout ce qui est développement de compétences et de connaissances en lien avec le projet qui est cité, qui fait que les personnes deviennent capables de réaliser les choses qu'on leur demande de faire dans les projets. Donc là, on a un département qui fait ça et qui est managé par quelqu'un qui s'appelle Alexandre. Et ressources, recrutement et placement, on s'est aperçu souvent que c'est un job à part, en fait, de manager une transformation et que souvent, l'entreprise qui part dans une transformation manque de relais, soit interne, et donc du coup de compétences internes, et on adjoint, nous, des managers de transition dans ce département aux grandes transformations de nos clients. Voilà pour moi, et avec l'intention qu'en fait, principale, c'est que ça se déroule dans la sérénité, dans le sens où qui dit projet de transformation dit changement, dit un avenir en fait qui est potentiellement incertain, et on le voit, il y a 70% des projets qui échouent, et donc du coup ça crée une culture du changement dans les organisations qui est plutôt soit défaitiste, soit on n'y croit pas, ou on se dit on verra bien, et qui fait que quand on met du push dans les transformations, ça commence à générer de l'anxiété. Et cette anxiété, cette peur, elle se diffuse tout au long de l'entreprise parce que, en fait, la culture du changement n'a pas été, on va dire, resetée et on ne repart pas d'un endroit où on gère cette nouvelle transformation en partant sur un nouveau contexte qui va générer de la sérénité et de la clarté. Et donc, dans nos actions, c'est ça sur lesquelles on s'attache en fait à créer, notamment au démarrage et tout au long du pilotage du projet, avec les donneurs d'ordre et avec les fonctions qui supportent cette transformation. Pour que, du coup, la culture de la transformation devienne sereine. Donc ça, c'est pour tu veux te présenter peut-être, Franck, en 2 mots? Oui, non, mais Franck, il m'a présenté, c'est bon. Donc, Franck, je suis associé à la structure, responsable de la partie conseil et organisation. Je suis toulousain d'origine. Et on va passer un bon moment ensemble. On a préparé quelques éléments à vous présenter qui nous permettent d'avoir des retours d'expérience finalement sur des missions en cours qu'on va vous présenter, qu'on a choisies. Parce que chaque mission étant différente, l'idée, c'est que chacun va prendre ce qu'il veut, et comme Antoine doit peut-être vous le dire, pour ceux qui le souhaitent, vous avez tout à fait la possibilité de prendre rendez-vous avec nous pour aller un peu plus loin sur votre problématique, telle qu'on l'a vu, est très spécifique à chaque fois dans ce que vous nous avez donné. Ok. Donc le constat, j'ai commencé à le dresser, c'est que la majorité des transformations échouent. Et il y a des études qui sont là, que je mets en lien, vous les voyez sur un slide, qui fait que, en gros, quand on regarde, plus de 70% des projets échouent en termes de délai, en termes de ressources ou en termes de valeur générée. Alors qu'avec la conduite du changement, c'est l'inverse, en fait. Quand on met de la conduite du changement, qui représente en général un budget globalement de 5% du montant de la transformation, on maximise les chances à hauteur de 70% globalement, les bénéfices, les délais et les ressources. Voilà. Et surtout, ça permet de créer et de changer la culture de transformation qui fait qu'en interne, ensuite, on est capable de générer cette conduite du changement avec des bons relais et avec une bonne formation en conduite du projet de transformation. Et donc aujourd'hui, le sujet, c'est de conduire des projets de transformation et d'aligner rythme, structure et culture
à travers quelques éléments et quelques stratégies de réussite. On a pris quatre clients, donc 2 ETI, 2 grandes entreprises. On ne sait pas si on aura le temps de tout voir, mais au moins on va vous en parler de quelques-unes pour que ça puisse vous éclairer, vous inspirer. N'hésitez pas à interagir ou à poser vos questions en lien avec aussi vos sujets. Je te laisse commencer. Oui. Moi, je suis très image. Donc, l'objectif, c'est, Antoine vous a donné 4 exemples. Pourquoi on les a choisis? Un, parce qu'ils sont tous en cours. 2, parce qu'ils répondent à la problématique finalement du thème de ce webinaire, mais alors avec des historiques totalement différents et des méthodologies totalement différentes. Et donc, ces 4 histoires, si on a le temps de vous présenter ces 4 histoires, elles sont intéressantes parce qu'on n'a pas du tout la même action par rapport à la problématique que nous a proposé le client. Sur ce premier cas de figure qui est une entreprise, on va dire, qui est un peu dans la logistique, on va dire ça comme ça, leur problématique, c'est qu'en fait, c'est 2 entités qui ont décidé de fusionner parce que la concentration du marché fait que voilà, elles estimaient avoir un poids de négociation plus important en fonction de leur taille, donc elles ont décidé de fusionner. C'est une fusion, je dirais, qui n'est pas du tout hostile. Hein, les 2 entités, enfin les 2 dirigeants ont été d'accord. Et ils ont nommé en fait une directrice de la transformation pour finalement piloter un peu cette fusion. Et c'est à ce moment-là qu'on a été en contact avec eux, puisque cette directrice est venue nous voir en disant, bah voilà, moi j'ai été nommé. Par contre, je ne sais absolument pas ce qu'ils attendent de moi. Et donc, comme je suis toute seule, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui ait un regard extérieur et qui finalement m'aide à réussir par rapport aux objectifs que la direction m'a donnés. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble sur ce projet. Alors, le constat, il était assez intéressant, puisque finalement, c'est une fusion qui se fait un peu classiquement, c'est-à-dire chaque entreprise a, on va dire, un poids qui est différent. Et donc, dans la fusion, en fait, ils ont complètement croisé les organisations, puisqu'ils font le même métier, en attribuant, on va dire, des postes de chef de service en lien avec le poids de l'entité historique. Donc, pas obligatoirement en lien avec les compétences, mais je dirais, si je prends le parallèle avec le gouvernement, en termes du poids de chaque partie. Ce qui a commencé à créer quand même des frictions, puisque forcément, tout le monde n'était pas gagnant dans l'affaire. Mais bon, ça s'est fait, je dirais, un peu à la hussarde. Et pourquoi j'ai pris cette image d'iceberg, c'est que le premier constat qu'on a vu dans les premiers mois avec cette directrice, c'est que le message qui était passé par les directions métiers, c'est tout va bien, on gère tout parfaitement très bien. Et puis alors, en direction de la transformation, on ne voit même pas l'intérêt du fait que vous veniez, parce que nous, franchement, tout va bien. Voilà, sauf que bah, dans les mois qui ont couru, bah, en fait, on s'est aperçu dans les faits que rien n'allait bien. C'était plus une communication vis-à-vis de la DG. Hein. Forcément, dans une fusion, vous avez ce que j'appellerais menace et opportunité. Donc, chacun choisit son camp. Donc, il y a ceux qui pensent que cette fusion va leur permettre effectivement d'avoir un poste plus important. Et il y a ceux qui, finalement, sont plutôt en phase craintive. Et l'idée, c'est de passer un message disant que voilà, je sais faire mon métier, donc tout ira bien. Et donc, la difficulté, ça a été, dans un premier temps, pour la directrice de la transfo, en fait, de trouver sa place. Puisque la direction ne lui a pas donné une mission claire. Les directions métiers trouvaient que, je dirais, une direction de la transfo était perçue comme un peu intrusif. Et donc, il a fallu choisir un périmètre. Et on a beaucoup hésité entre une direction que j'appellerais technique, qui ferait un suivi, je dirais, PMO des projets de la fusion, et à l'inverse, une réflexion en disant oui, mais moi je suis la direction de la transformation, donc c'est quand même moi qui commande et qui ai le pouvoir sur tous les projets. Voilà. Et donc on a dû trouver ce chemin-là entre des directions métiers qui étaient un peu réticentes et puis une direction qui n'était pas très claire sur le sponsorship qu'elle mettait sur la direction de la transformation.
Comment on a pu avancer? Eh ben, c'est que la principale difficulté, c'était que la personne en charge de la transformation, finalement, ne communiquait que par mail avec les directions, que ce soit sa direction ou les directions métiers. Et donc, il n'y avait aucun échange et donc aucune relation. Et donc, à un moment donné, moi, ce que je lui ai dit, c'est si vous voulez que ça avance, ça ne peut être qu'en collaboration. On doit tous travailler ensemble. Parce que chaque direction, finalement, pense qu'elle fait bien sa fusion, sauf que là où la direction de la transformation a un intérêt vital, c'est que finalement, aucun projet n'est totalement dépendant des autres directions. Et donc, finalement, cette interdépendance des projets et des directions fait qu'il faut qu'il y ait quelque part un lien qui les fasse collaborer ensemble, ou en tout cas qui alerte à la direction si tel ou tel projet est en dérive. Et donc, on a réussi à trouver finalement un sens à cette direction. On a réussi à convaincre les directions métiers qu'on était plutôt là pour les aider et pas pour les, je dirais pas fliquer, mais c'était un peu la perception. Et puis on a aussi réussi à trouver quand même un périmètre d'intervention qui était validé par la direction générale, ce qui était quand même le gros problème. Si la direction générale n'est pas sponsor d'une direction de la transformation, on est sûr que les projets se font en silo et que globalement, il y a très très peu de communication réelle qui est remontée entre les services. Voilà, donc là, ça fait plusieurs mois qu'on est en mode de fonctionnement avec cette personne-là. Et c'est en fait la modalité qu'on a choisie qui nous semblait la plus pertinente par rapport à cette problématique. C'est finalement un accompagnement régulier. C'est-à-dire que globalement, voilà, on a des interactions régulières qui nous permettent finalement à la fois de créer, je dirais, le socle de notre intervention, et puis surtout, finalement, sur la vie de cette fusion, il y a un certain nombre d'événements qui se passent régulièrement. Et donc, nous, notre action, c'est d'accompagner la directrice sur les différents aléas, on va dire, qui arrivent. Et donc, même si on ne peut pas avoir un retour d'expérience finale, les deux points clés là, que je retiens pour moi de cette problématique, c'est que, on a perdu beaucoup de temps au départ parce que le périmètre d'intervention de la direction de la transformation n'était pas clair, ni pour la direction générale, ni pour les directions métiers, ni même pour la direction de la transformation. Donc, tant que le périmètre n'est pas clair et pas validé, il y a très peu de chances que ça aille dans la bonne direction. Et la deuxième chose que je retiens de ces mois, c'est que, en fait, au début, on a un peu, enfin, c'était logique, on attendait que les autres bougent. Et en fait, plus on attend, plus les gens font sans vous, et plus la direction générale se demande mais à quoi vous servez. Et donc, c'est vrai qu'on a changé de braquet depuis quelques temps, où on s'est dit, c'est pas grave si on fait des erreurs, mais ce qui est important, c'est d'avancer. Et donc, on est parti dans une démarche qui est beaucoup plus proactive. C'est-à-dire que maintenant, on n'attend pas que les directions métiers nous alimentent. En fait, on va les solliciter régulièrement. On fait des entretiens avec elles, on met en place des réunions. Et finalement, à l'issue de ces réunions, on a plutôt la bonne surprise qu'elles commencent à se rendre compte que, oui, en fait, une direction de la transformation, ça peut avoir une utilité même pour elles. Voilà. Donc, on est plutôt sur cette dynamique-là. Alors, le monde n'est pas parfait, hein, c'est pour ça que j'ai mis l'iceberg. Il y a toujours des luttes de pouvoir qui se font. Mais les deux enseignements que moi je retiens, c'est ça. C'est clarté du périmètre et en termes de communication et proactivité pour faire avancer les choses, quitte à faire des erreurs. Mais la passivité, c'est la pire chose dans un projet de transformation. Voilà, donc c'est un petit peu le retour d'expérience que je peux vous faire sur cette première mission. Tu veux que je fasse la deuxième ou... C'est ton webinaire. C'est mon webinaire. Alors, un autre cas de figure avec une autre modalité d'intervention. Là, on est plutôt sur un grand groupe financier. En fait, c'est une entité qui a
qui a fusionné, on va dire, il y a quelques années, là, 2-3 ans, donc avec un système géographique sur toute la France, voilà, avec des directions régionales, des agences, voilà, et 2 entités qui ont un historique totalement différent, qui ont fusionné avec un nouveau nom, de nouvelles procédures, une nouvelle direction, enfin voilà. Et pourquoi la direction générale a fait appel à nous? C'est parce qu'en fait, elle s'aperçoit que depuis 2 ans, malgré tous les process, malgré toutes les communications, malgré le changement de nom, en fait, sur le terrain, les 2 populations continuent à fonctionner exactement de la même manière qu'avant. C'est-à-dire qu'on a en fait, on a un réseau qui fonctionne à 2 vitesses, suivant leur historique. Et leur difficulté, c'est de se dire, on a du mal à mobiliser les gens du terrain parce que même au niveau de leur manager, même au niveau des directions régionales, finalement, chacun a aussi son historique initial et en fait, personne ne bouge. Et il y a une inertie totale. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la courbe du changement parce que pour moi, on est, allez, disons, dans la partie acceptation, mais acceptation passive. C'est-à-dire que les gens ne remettent pas en cause ce qui est demandé par le siège. Par contre, ils font toujours comme ils veulent. Voilà. Et donc, la difficulté, c'était qu'au bout de 2 ans, là, cette direction générale se posait la question de savoir comment embarquer l'équipe, en fait, parce que finalement, il y a 2 voies qui existaient. Quand il y a une fusion, le but, c'est de créer cette 3e voie, donc cette nouvelle culture d'entreprise qui permet, on va dire, dans l'idéal, de prendre le meilleur des 2 mondes. Et donc, on s'est posé la question de savoir comment embarquer le terrain et les directions régionales sur un nouveau modèle. Et le choix qui a été fait, et la mission est en cours, le choix qui a été fait, en fait, c'est de créer une formation métier, c'est-à-dire sur le nouveau métier. Et donc, avec une pédagogie qui est très particulière, qui a été retenue parce qu'elle était adaptée à ça. Alors, c'est quoi cette pédagogie? C'est qu'en fait, on a créé une très grosse équipe projet pour construire la formation qui prend un échantillon de toutes les strates de l'entreprise. Les directions régionales, les N-1, les N-2. Et toute cette équipe projet, en fait, va co-construire cette formation avec nous sur quels sont les process qu'on a envie de mettre en œuvre, quelles sont les postures qu'on a envie d'avoir vis-à-vis de nos clients, quelles sont les démarches commerciales qu'on a envie d'avoir, quelles sont les orientations techniques sur les produits financiers qu'on veut vendre. Et donc, l'idée, c'est de construire cette démarche-là à travers un certain nombre d'exercices qu'on va pouvoir proposer aux participants. Et l'idée de la direction générale, c'est de se dire, comme mon équipe projet est très représentative, finalement, de mon management, le fait qu'eux-mêmes co-construisent va d'une certaine manière les rendre officiels, les rendre sponsors de cette démarche. Et donc, globalement, ça me rassure sur le fait que quand on va faire cette formation, finalement, elle sera déjà portée par le management, puisque eux-mêmes vont dire, ah bah oui, mais c'est nous qui l'avons créée. Voilà, donc l'objectif, c'est de travailler avec eux sur cette partie métier, en termes de création pour la partie management. Et sur la partie, je dirais, des équipes terrain qui vont être amenées à faire la formation, la difficulté, c'était qu'effectivement, ils viennent d'un historique un peu différent. Ils n'ont pas tous la même ancienneté dans l'entreprise. Certains, on va dire, sont plus farmers et d'autres plus hunters. Donc, c'était un peu compliqué. Et l'idée, c'est de se dire, mais comment on fait pour qu'ils arrivent à un peu brasser les bonnes pratiques? Parce qu'en formation, ce n'est pas toujours facile. Et donc, la pédagogie qui a été retenue en formation, c'est en fait que quand les participants viennent en formation, en fait, on les met par équipe. C'est-à-dire que les problématiques qui vont leur être soumises, en fait, elles ne sont pas individuelles. C'est-à-dire que c'est chaque équipe qui doit prendre cette problématique et effectivement essayer de trouver la meilleure manière de résoudre la problématique qui leur est proposée, voilà, en prenant en compte les préconisations du siège.
Et donc, l'idée, c'est qu'on va travailler avec la direction générale sur choisir à l'avance la composition de chaque groupe. Et donc, ça, ce sera fait effectivement en bonne intelligence avec eux, mais dans l'esprit, ça veut dire qu'on va mélanger les géographies, parce que chaque direction régionale a un peu une culture différente. On va mélanger les âges, et puis on va mélanger forcément les origines un peu différentes, pour que justement les bonnes pratiques se diffusent au plus tôt. Et donc, aujourd'hui, même si la mission est en cours, quel est le constat que je fais? C'est que quand on a présenté le projet à cette équipe projet, en fait, ils nous ont regardé un peu bizarrement en disant on ne comprend pas ce que vous voulez faire, on ne voit pas trop l'intérêt de ce que vous voulez faire. Et ce qui nous a aidé, c'est que la DG est venue au webinaire, à la réunion, et elle a dit ah, si, moi je vois très bien ce qu'ils veulent faire, moi je sais très bien ce que je veux, je sais où je veux aller, et j'espère que vous allez suivre. Et à partir de là, tout le monde a trouvé ça génial. Alors, on est en cours, hein, c'est compliqué, les formations métiers, mais pour le coup, effectivement, la clé du succès que je peux avoir sur cette mission, c'est que si le sponsor n'est pas clair et ferme sur le fait que c'est vital pour l'entreprise de faire cette opération, cette transformation, quoi qu'on l'appelle, en dessous, c'est très compliqué de faire bouger les troupes, parce qu'effectivement, chacun va trouver des raisons de ne pas le faire. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, le fait d'impliquer les gens dans le fait qu'ils ne soient pas spectateurs, mais qu'ils soient acteurs de ce changement, on voit tout de suite là dans les réunions de travail qu'on a que globalement, à partir du moment où les gens, je dirais, enrichissent, on va dire, le contenu en fonction de leur expérience, de leur point de vue, de leur avis, indirectement, ils se sentent responsables du succès de l'opération. Voilà. Et donc, l'un dans l'autre, on a réussi un peu à retourner l'équipe projet qui au départ était un peu hostile, on va dire. Et là, on est passé dans un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus collaboratif. Un peu compliqué, hein, parce qu'une équipe projet de 10 personnes, il y a un peu de logistique, mais enfin, peu importe. La vision de la direction générale qui était de dire, pour embarquer mes managers, il faut qu'ils participent à la création de cette formation. Je pense que ça a été la clé du succès. Et je pense que ce sera sûrement le succès de cette formation. Voilà, donc ça, c'est le deuxième exemple que je pouvais vous donner. Alors, deux cas un peu différents. On a eu deux actions qui, effectivement, sont complètement différentes parce qu'on essaie de s'adapter à chaque fois à la problématique du client, puis surtout l'historique de cette fusion. Antoine a des cas qui sont aussi très différents. Mais voilà, et donc le dernier schéma que je disais, c'est que dans tous les cas, ça c'est le point commun de tous les projets, c'est que il y aura toujours des alliés sur lesquels il va falloir se baser. Vous aurez toujours des opposants. Et donc cela, soit il faut diminuer leur pouvoir de nuisance, soit d'une certaine manière, il faut les passer en passif. Voilà, on n'aura pas le choix. Et plus vous avez le sponsorship qui est actif, plus les oranges passeront en vert parce qu'ils comprendront l'intérêt de l'entreprise. Et effectivement, un projet de transformation, n'oublions jamais que dans un premier temps, les gens voient toujours ce qu'ils perdent et ils voient rarement ce qu'ils peuvent gagner dans le futur. Et donc, c'est pour ça que ce que disait Antoine, c'est que nous, notre philosophie, c'est déjà de se dire, si on n'arrive pas à projeter les gens dans un futur désirable, c'est-à-dire, voilà, c'est autre chose, mais le autre chose n'est pas pire que ce que vous aviez. Et même dans certains cas, vous allez trouver des bénéfices. Et tant qu'on n'arrive pas à projeter les gens là-dedans, finalement, vous aurez beaucoup de gens qui seront soit passifs, soit hostiles à tous les projets de changement que vous voulez mettre en œuvre. Voilà. Après, la méthodologie pour les changer, moi, je n'ai pas une règle claire parce que suivant le cas, l'axe qu'on prendra n'est pas le même. Mais voilà, en tout cas, cette philosophie, pour moi, je l'ai constatée dans tous les cas. Toutefois, la méthodologie qu'on emploie, elle est rarement identique. C'est-à-dire qu'on n'applique pas une méthodologie, je dirais, qu'on a en stock. Chaque cas étant différent. D'ailleurs, quand j'ai vu vos
vos problématiques, votre point commun, c'est que vous étiez tous différents. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que nous, quand on travaille avec nos clients, bah, là, on essaie de rentrer dans comprendre votre problématique, comprendre votre historique, et puis, selon votre mode de fonctionnement, quelle sera la méthodologie qui paraît la plus efficace. Voilà pour les 2 petites histoires que je voulais vous raconter, avec le retour d'expérience que je peux en faire. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des précisions que vous voulez faire, pas de souci. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail confidentiel de mes clients, parce que je ne le fais jamais, mais par contre, voilà, si ça vous a touché, que ça parle à une de vos problématiques ou que ça vous soumet une question, n'hésitez pas à la poser, ou comme je vous l'avais dit au début, vous avez un lien si vous voulez nous voir tranquillement après le webinaire. Il y a quelqu'un qui écrit, hein. Donc, on va vous laisser le temps d'écrire. Comme ça, vous permettre de poser le sujet, si ça en quoi ça vous a éclairé. Déjà, ces 2 premiers exemples, je pense qu'on n'ira pas dans les 2 autres, dans le sens où il est déjà 13h41. Mais c'est vrai que les 2 autres sujets sont des cas qu'on a pris de manière différente, voilà, parce que le contexte n'était pas le même, les problématiques étaient différentes. Donc, à chaque fois, c'est vrai qu'on va chercher à regarder comment s'adapter et trouver en fait un angle nouveau ou une façon de faire qui, cette fois-ci, va amener la transformation parce qu'elle va embarquer les gens autrement. Et c'est tout le travail que fait Franck aujourd'hui dans le département conseil, c'est de trouver l'endroit où, cette fois-ci, les gens vont s'embarquer parce qu'ils y trouvent quelque chose de nouveau, ou que ça les inspire et que ça les amène à lâcher prise, finalement, sur leur résistance et à faire confiance et avancer d'un pas, puis après l'autre, et de s'embarquer dans la transformation. Oui, alors c'est valable sur un sujet. Là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui parlait de l'IA. Oui, l'IA, c'est une nouveauté. Comme une autre, demain, il y aura d'autres choses que l'IA. Effectivement, dès qu'on veut faire changer les gens sur quelque chose qui est nouveau, par principe, ils vont dire non. Par principe, ils vont freiner, soit parce qu'ils ne voient pas leur intérêt, soit parce que ça leur fait peur, soit parce qu'on pense que ça va les remplacer, parce que l'IA, c'est quand même aussi la crainte de pas mal. Et c'est vrai que là, on est en train de créer, c'est pas un projet de transformation, mais une formation sur l'IA adaptée au métier du commerce. Ça va être un peu compliqué parce que finalement, l'IA, si c'est pour faire des jolies photos, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça peut nous donner comme productivité dans notre quotidien? C'est pas évident parce que les gens finalement sont assez peu formés à l'IA professionnelle, on va dire ça comme ça. L'IA perso, oui, mais l'IA pro, non. Alors Franck, tu as des questions? Première question de Alban. Pour le premier cas, est-ce que vous êtes intervenu en coaching de la direction de transformation, en aparté, ou votre intervention a pu se faire par un budget supplémentaire débloqué par l'entreprise? C'est compliqué parce que j'allais dire, c'est le 1 avec le budget de la direction débloqué. Donc, oui, en fait, la demande est venue de la direction de la transformation, mais alors pour faire simple, elle n'est pas de budget. Donc, oui, on a dû convaincre la direction générale de l'intérêt de notre action. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Parce que pour le coup, c'est une direction de la transformation qui a été créée voilà, à partir de rien, en disant madame, on se transforme, on a pensé à vous pour ce poste, voilà, on vous donne le bébé, mais vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas de budget et vous n'avez pas d'équipe. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est venue nous voir, parce qu'elle se sentait un peu toute seule. Et d'ailleurs, c'est un des moyens. En fait, c'est là où ça a mis en visibilité le besoin et la priorisation, en fait, finalement, sur la transformation, c'est d'avoir été demandé des budgets supplémentaires, finalement, et c'est comme ça aussi que tu as obtenu une partie du sponsorship, parce que, du coup, en mettant de l'argent sur la table, ça devient important. Alors, deuxième question. Sur le deuxième plan, comment avez-vous convaincre le management d'allouer du temps pour co-construire avec vous? J'ai pas réussi parce qu'au début, il ne voulait pas. Donc, en fait,
la direction générale a tapé un peu du poing sur la table pour que, bon, il commence à débloquer du temps pour les premières réunions. Et puis après, elle est partie. Et comment ça s'est fait? C'est qu'à partir du moment où ils ont commencé à rentrer dedans, à se dire, bah oui, en fait, c'est le métier, bah, si on nous demande notre avis, ah ben je co-construis, finalement, on n'a plus de problème de sponsorship, puisque finalement, ils sont devenus eux-mêmes acteurs du système. Et donc, là, à date, bon, il y a toujours des histoires d'agenda, mais en fait, il n'y a plus de frein de leur côté de l'intérêt de passer du temps à faire ça. En fait, ils y voient un intérêt. Voilà. Et donc, c'est un peu le sens du fait, c'est que si c'est contraint et forcé, vous allez le faire une fois ou deux. Donc, ce que on a réussi à avoir grâce à la DG. S'ils n'y trouvent pas de sens, ben, ils vous diront toujours qu'ils n'ont pas le temps. Donc là, pour le coup, aujourd'hui, on doit gérer évidemment en souplesse, parce que 10 personnes, je ne vous explique pas les agendas, mais globalement, on n'a plus de frein à leur intérêt à louer du temps. C'est que le projet est devenu prioritaire, comme il est devenu prioritaire aussi par la DG. Donc du coup, ils y allouent du temps. Et puis en plus, il y a un côté quand même innovant et marrant en fait dans ce dispositif qui fait que ils se sentent nourris en fait aussi. Ça les fait réfléchir, ça leur donne de la clarté sur leur mission. C'est-à-dire qu'ils ont un bénéfice quand même aussi direct en fait à participer à ces réunions parce que ça les fait réfléchir sur l'évolution de leur poste de management aussi. Non, et puis, enfin, je veux dire, les gens sont pas bêtes, c'est-à-dire que globalement, le constat de la DG, eux-mêmes, ils avaient exactement le même. C'est juste que c'est plus facile de ne pas bouger. Mais à partir du moment où finalement, on sait qu'on va être obligé de le faire, ben, le fait d'être acteur de ce changement, ben, les gens, comment dire, ça leur donne aussi l'impression d'être utile. Voilà. Et que ce changement, ben, ils seront un peu les créateurs de ce changement. Et quelque part, ben, forcément, vous mobilisez plus facilement la motivation des gens là-dessus. Merci déjà beaucoup pour les questions, hein, Ivan et Alban. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous auriez ou des réactions par rapport à ce qui a été dit ou aux réponses ou par rapport à vos propres réflexions? Voilà, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a encore quelques minutes pour pouvoir en discuter ensemble. Si jamais vous n'avez plus le temps aussi, ben, prenez rendez-vous. Hein, y a un lien normalement bleu. Non, vert, pardon. Je suis daltonien. Vert et rouge. C'est marqué cliquer ici pour prendre rendez-vous et qu'on puisse voilà, partager encore quelques éléments. Il y a au moins 10 à 15 façons de transformer une organisation, de transformer des équipes. Elite Partners, c'est une société qui existe depuis 40 ans. Franck qui travaille depuis presque 20 ans, moins 20 ans. Donc, on a un paquet d'expériences et de façons de voir les choses qui peuvent vous éclairer et vous donner peut-être un point supplémentaire pour pouvoir avancer dans votre projet. Voilà. On conclut peut-être. Avec plaisir. Gabriel, merci en tout cas. En tout cas, en conclusion, moi, je dirais que voilà, le parti pris qu'on a choisi, hein, plutôt que de vous présenter des outils ou des projets, on s'est dit que c'était plus intéressant de vous raconter des histoires, parce que finalement, vous l'avez compris, il y a beaucoup de facteurs humains qui jouent dans le succès ou pas de certaines transformations, et donc il faut l'intégrer. Ce qui était intéressant quand on a préparé ce webinaire, et qu'effectivement, les 4 cas, là, on a pu en présenter que 2, mais les 4 cas, en fait, c'était 4 cas qui n'avaient rien à voir, sur lesquels, si on avait pris la même méthodologie, ça n'aurait jamais marché. Et donc, il y a des voies qui marchent dans des cas précis, et c'est vrai que nous, notre rôle, c'est d'avoir un regard assez ouvert pour ne pas arriver chez un client avec la solution. Parce que chaque client a sa propre solution qui lui conviendra le mieux. Et donc, notre démarche, c'est pour ça que dans notre partie conseil, on a le côté audit, c'est que ce que je n'ai pas complètement dit là-dedans, c'est que souvent, avant de faire une action,
on demande à notre client si on peut interviewer des gens concernés par l'opération pour qu'ils nous expliquent un peu comment ils se sentent et comment ils voient les choses. Et à partir de là, on fait un rapport d'intervention à notre client pour lui dire, par rapport à ce qu'on a compris, voilà le chemin qu'on vous préconise pour avancer. Voilà. Donc voilà, de méthodologie, c'est d'abord, on prend entre guillemets la température. Deuxièmement, on propose une solution qui est forcément rarement la même, parce qu'elle doit être adaptée à vous, à votre historique, à votre contexte, aux équipes, à votre hiérarchie. Voilà, donc si vous avez des problématiques, soit elles ressemblent à ce qu'on vous a présenté, très bien. Si elles ne ressemblent pas, il est probable que nos préconisations seront différentes. Ok, merci beaucoup, Franck. Merci à vous tous aussi pour l'écoute, pour le temps que vous avez investi pour nous écouter ou partager avec nous. On se revoit. Il y a un autre webinaire qui est prévu dans un mois sur la gestion des résistances. De mémoire, c'est le 22 mai à 11h. Voilà, on sera ravis de pouvoir. 11h30, pardon. À très bientôt. Un grand merci et puis bonne journée et à bientôt. Et bon appétit. Et bon appétit. Nous, on va aller manger.